Une création, La Voix du Nord. En général, nos braqueurs ne tirent pas. Là, on a au contraire des gens qui tirent et qui canardent allègrement. Donc dès le départ, c'est sûr que ça nous interpelle. Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région, par Élodie Rabé. Il y a 30 ans, des attaques violentes frappent la métropole lilloise. Au départ, ça ressemble à des braquages. Mais la bande qui les commet est inhabituelle. Elle est très organisée, lourdement armée, équipée d'explosifs, prête à affronter la police et à tuer. Les enquêteurs le comprennent très vite, nous ne sommes pas face à des bandits ordinaires. On les appellera le gang de Roubaix. 30 ans plus tard, retour sur une affaire qui annonçait peut-être déjà, sans que la France ne le mesure encore, une nouvelle forme de violence. Épisode 1, scène de guerre en métropole lilloise. Sur le parking des Cascades, c'était maculé de douilles, quoi. Il y avait des douilles de Kalachnikov partout, quoi. C'était des scènes de guerre, ouais. C'était vraiment des scènes de guerre, ouais. Joint par téléphone, Philippe Pochet est un ancien photographe de La Voix du Nord. Et il se souvient encore parfaitement de ce 27 janvier 1996. Ce jour-là, il quitte le bureau de Roubaix vers 19h quand on le prévient d'un fait divers. Un policier vient de se faire tirer dessus sur ce parking de Croix, ville huppée voisine de Roubaix. Quelques minutes auparavant, Didier Cardon et Philippe Gouget, policiers de la brigade anticriminalité de Roubaix, sont en surveillance dans le secteur. Ils viennent de repérer une Audi déclarée volée le matin même et en fin d'après-midi, 2 hommes se dirigent vers la voiture en question. Loin de se douter de la suite des événements, un des fonctionnaires s'approche. À peine mon collègue est descendu de la voiture de la BAC, il a crié « police ». 30 ans plus tard, Didier Cardon n'a rien oublié de cette scène qui aurait pu lui coûter la vie. À partir de là, moi, j'ai mis un pied à terre également. Et c'est là que j'ai compris. Et puis il s'est retourné, il m'a fait un écart, il s'est retourné, il a sorti une arme de sa poitrine, carrément. Et là, j'ai tout compris. C'est pour ça que j'ai fait une rotation pour essayer de rejoindre l'arrière de mon véhicule pour me protéger. D'ailleurs, ma portière, heureusement, ça me sauve aussi parce que j'ai laissé ma portière ouverte et ma portière a été atteinte de les balles aussi. Pendant des minutes longues comme le jour, ça canarde. Des tirs en rafale. Les policiers, avec leurs barillet à 6 coups, essuient des tirs de Kalachnikov. Philippe Gouget réussit à saisir sa radio et alerte ses collègues. Un appel enregistré et qui, même 30 ans après les faits, fait toujours froid dans le dos. Un collègue de blessé, balle dans le dos. Ce sont des autres véhicules, la division continue à faire. On a des faits sur place. Manuel nous a tiré dessus encore une fois. Mais les tireurs, dont l'un est d'ailleurs blessé aussi, finissent par repartir en voiture, récupérés par leurs complices. Les 2 policiers sont à bout de souffle, blessés, mais vivants, miraculés. Sur place, des dizaines de cartouches d'armes de guerre sont retrouvées. Un pistolet mitrailleur capable de tirer 850 coups à la minute est découvert derrière un muret. Aujourd'hui, on trouve malheureusement des Kalachnikov de manière assez régulière. Romuald Muller, patron de la brigade criminelle de la police judiciaire en 1996. À cette époque-là, les braqueurs, c'est du fusil de chasse à canoncier. Parfois, on a un pistolet automatique, mais on a quand même très rarement des armes de guerre de ce type-là, Scorpio, Kalachnikov, Uzi. C'est des choses qu'on trouve très rarement. Or là, on se retrouve avec des gens qui canardent allègrement avec ce type d'armes de guerre. Donc dès le départ, c'est sûr que ça nous interpelle. Et on sent quand même, quand on fait les constatations, une détermination de l'équipe d'en face pour récupérer un véhicule volé. Il y a un niveau d'engagement. Alors, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, ça serait banalisé, mais à cette époque-là, c'était pas du tout comme ça. Une violence que les policiers vont retrouver quelques jours plus tard. Le 3 février d'abord,
2 commerces de la même enseigne sont visés, à Lomme et Aubourdin, dans la métropole lilloise. Puis, le 7 février, l'équipe surgit à Auchy-les-Mines, dans le Pas-de-Calais. À chaque fois, des hommes lourdement armés, habillés en tenue militaire et parfois porteurs de masques de carnaval, braquent les caisses. Des attaques fulgurantes pour des butins médiocres ne dépassant jamais les 5 000 €. Et qui, là encore, dénotent avec la délinquance habituelle. En général, nos braqueurs ne tirent pas. C'est très très rare à l'époque que les braqueurs tirent. Il faut vraiment qu'ils soient acculés, mais les braqueurs ne tirent quasiment jamais. C'est de l'intimidation. Là, on a au contraire des gens qui tirent. Il y en avait des équipes, effectivement, de gars originaires de Roubaix-M, mais qui finalement ne travaillaient pas sur Roubaix-M. Ils faisaient des séries de braquages. Ils en faisaient des fois 2, 3 dans la matinée. Démarraient à Valenciennes, puis 1 heure après, ils tapaient à Douai, une demi-heure après à Béthune. Voilà. C'était le type de banditisme qu'on avait. Ceux-là, ils ont dénoté tout de suite, quoi. Dans leur organisation, dans leur armement, c'était des individus extrêmement déterminés, mais pas expérimentés. Donc, un peu fébriles dans l'action, ce qui n'est pas du tout le cas des braqueurs de l'époque, qui sont des gars un peu installés et qui, encore une fois, savent qu'il ne vaut mieux pas appuyer sur la gâchette, quoi. Le 8 février, 2 équipes braquent simultanément des magasins Aldi à Fâche-Tuménil et à Croix. Un boucher s'en sort miraculeusement alors qu'une balle vient se loger dans son comptoir. Mais alors que ses agresseurs prennent la fuite, il a la présence d'esprit de relever la plaque d'immatriculation de la R25 qui part en trombe. C'est le premier indice pour les enquêteurs qui va entraîner un quart de police-secours dans une course-poursuite sanglante. Poursuivis, les braqueurs n'hésitent pas à faire feu en pleine rue sous les yeux des riverains. On sent bien qu'à partir du moment où ils tirent à chaque fois, à un moment ça va mal se terminer, quoi. Enfin, on pense que ça va mal se terminer. La voiture s'arrête et c'est un nouveau déluge de rafales de Kalachnikov. Pour semer la police, les malfaiteurs stoppent un véhicule et un des membres du groupe tire à bout portant sur le conducteur. 7 fois. Hamoud Fedal, 33 ans, meurt sur le coup. Le gang de Roubaix vient de tuer pour la première fois et ils échappent encore aux forces de police. Des policiers visés par des tirs de Kalachnikov, des magasins hard discount braqués aux 4 coins de la métropole lilloise, un Roubaixien tué au volant de sa voiture, voilà qui fait beaucoup pour seulement quelques jours, du 27 janvier au 8 février 1996. Mais il est encore difficile pour les observateurs de relier l'ensemble de ces faits entre eux. En témoigne Maurice Decroix, responsable de l'édition Nord-Éclair de Roubaix à l'époque, que nous avons joint par téléphone. Nous, on se disait, c'est des mecs qui se sont déguisés, un peu comme le gang des postiches. On se disait quand même, bien sûr, il y a beaucoup de choses en même temps, on ne liait pas ensemble. Ça allait après qu'on ait pu le faire. On trouvait que la période était un peu chaude, mais bon, on savait pas trop, quoi. Les enquêteurs, eux, savent déjà qu'un fil ténu relie toutes ces affaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont formé un groupe consacré uniquement à ce dossier, avec des membres de la brigade criminelle et des spécialistes du grand banditisme. Comme le détaille Romuald Muller, chef de la brigade criminelle de la PJ de Lille au moment des faits. Le rapprochement, on les fait déjà par l'armement utilisé, par la tenue vestimentaire, par le comportement des individus, leur détermination, le nombre aussi. Et c'est souvent des voitures qui viennent de Belgique ou qui sont encore plaquées belges. Tout ça nous permet de faire des rapprochements. Et puis, on se rend bien compte qu'on a affaire à une même équipe qui ne partent pas non plus très très loin. Ce sont des véhicules qui viennent de commerces d'occasion en Belgique. Gérard Ostekind était chef de groupe à la police judiciaire de Lille à l'époque des faits. L'équipe qui fait des vérifs laisse des sonnettes, comme on dit, c'est-à-dire si vous avez des éléments nouveaux, appelez-nous. Parce que les éléments qu'on avait, c'était, il y a bien quelqu'un qui est venu acheter cette voiture, mais je ne sais pas vous dire qui, il nous a payé en liquide, je ne sais pas, voilà. Alors, ils vont s'accrocher à cette piste, faire le tour des vendeurs le long de la frontière. Et bingo, ils tombent sur l'homme qui a vendu la 505, abandonnée après la course-poursuite du 8 février. On a un petit coup de pouce dans
nos collègues qui font ces vérifications, il y en a un qui est marié à une néerlandaise et qui parle le flamand. Alors quand on s'adresse en flamand à un flamand, et ça ils l'ont bien retenu. Un lien de confiance s'instaure avec le garagiste et quand les gars de la 505 reviennent acheter une voiture chez lui, il prévient les policiers. 2 mois après l'attaque violente sur le parking des Cascades à Croix, les enquêteurs ont enfin une adresse et une identité à filer. C'est celle de Rachid Swimdi, habitant de l'Alma, un quartier de Roubaix. Mais les policiers auront à peine le temps de travailler autour de cet élément qu'une nouvelle attaque survient. Le 25 mars 1996, un fourgon blindé de la Brinks est braqué sur le parking d'Auchan, à Lers, toujours dans la métropole lilloise. Donc moi je me dirige vers Auchan-Lers. Philippe Pochet, photojournaliste à La Voix du Nord, se souvient. Et là j'arrive, le fourgon il est explosé. Et il y a des gens autour. Il y a les convoyeurs blessés au pied du camion. Les secours sont pas arrivés. Il y a que la police qui est là pour l'instant. Et il y a plein de personnes autour, notamment des petits vieux. Et là, le côté anecdotique, c'est qu'ils me disent, ils me racontent ce qui s'est passé. Et là, ils me disent, vous savez, c'était bien gentil. Il a mis un genou par terre, il a mis un truc sur son épaule et il a visé le camion et il nous a dit, couchez-vous. Le truc est pourtant loin d'être un engin charmant. Les malfaiteurs viennent de tirer au lance-roquettes. Un énorme trou est visible en haut de la porte conducteur. Un vendeur de Castorama racontera même avoir vu le fourgon faire un bond en l'air. 8 hommes canardent les convoyeurs. 17 balles transpercent le blindage. Mais le camion résiste. Et les braqueurs, une nouvelle fois, repartent bredouille, laissant sur le carreau les collègues de la Brinks qui miraculeusement s'en sortent vivants. Alors que le gang de Roubaix n'avait pas fait parler de lui depuis 1 mois et demi, cette attaque fait monter la violence d'un cran. Mais 3 jours plus tard, les policiers ont bon espoir de faire un flag. Ils montent une filature sur 2 voitures surveillées depuis l'identification de Swimdi. Un départ pour un nouveau braquage, les enquêteurs y croient. Mais voilà qu'ils perdent la trace de la première voiture. Et la seconde se gare le long du boulevard Jean-Baptiste Lebas, à Lille. Un homme en sort, et rien. Ce n'est que dans la soirée que les policiers vont remettre la main sur le premier véhicule disparu dans la circulation. La 205 est garée face au commissariat central de Lille. Une bombe artisanale se trouve à l'intérieur. Avec 3 bouteilles de gaz dans le coffre et un système de mise à feu extrêmement artisanal. On aurait pu être meurtrier à quelques grammes d'explosifs près. L'amateurisme de l'équipe permet sûrement d'éviter un drame. Mais face à cette tentative d'attentat, il y a une nécessité d'intervention. Même s'ils ont peu d'éléments, les enquêteurs feront avec ce qu'ils savent. Ils décident de mener un assaut à Roubaix dans les 3 domiciles identifiés dès le lendemain. Suite à l'identification de Rachid Swimdi, les enquêteurs ont repéré 3 domiciles, dont celui qui semble être le quartier général du gang, rue Carrette, à Roubaix. Il y a une discussion le soir avec le directeur de l'époque sur les moyens à mettre en œuvre pour intervenir le lendemain. Romuald Muller milite pour l'intervention du raid à leur côté. Vers 23h, l'accord tombe et les équipes spécialisées débarquent à Lille vers 1h du matin. Il faut rapidement repérer les lieux. L'opération aura lieu quelques heures plus tard, à 5h du matin, le 29 mars 1996, dans un quartier de l'Alma qui s'éveille. Mais rien ne se passe comme d'habitude. L'optique du raid, c'est on plastique la porte et on rentre avec le chien, notamment le chien d'attaque, une fois que la porte a explosé. Donc ils posent des explosifs sur la porte. Dès qu'ils explosent la porte, ça tire tout de suite. Il est 6h du matin, mais bon, il y a eu la prière et tout. Enfin, ils sont là, ils sont sur le pont. Ils avaient des doutes, ils se sentaient surveillés.
Donc c'est aussi pour ça que ils étaient prêts avec l'arme au pied. Hein. Et là, quand c'est comme ça, ça devient délicat, quoi. Mais à l'époque, attention, on n'a rien. Hein. On n'est pas du tout dans l'équipement d'aujourd'hui, du gilet pare-balles individuel, etc. 2 fonctionnaires sont blessés. Il faut évacuer le quartier très vite. Mais les coups de feu ne cessent pas. Plus de 1000 cartouches seront tirées ce jour-là. Pour le raid, c'est du jamais vu. L'assaut du raid et la résistance telle qu'ils l'ont connue, c'est des choses qu'ils ont connues là à Saint-Denis, qu'ils ont connues dernièrement, dans les années 2015, 2016, 2017. Alors qu'il veut lancer une grenade artisanale par la fenêtre, un des membres du groupe est touché par une balle et laisse tomber son engin explosif à l'intérieur de la maison. Un matelas s'embrase et les flammes grimpent vite, détruisant entièrement la maison. Mais malgré tout, le gang ne se rend pas, préférant mourir en martyr pour ceux qui ne sont pas déjà tombés sous les balles. L'incendie éteint, l'assaut terminé, vient le temps des constatations pour les enquêteurs qui entrent dans une maison éventrée. En plus des 4 corps tombés au moment de l'assaut, 8 armes seront retrouvées sur place. Uniquement des armes de guerre. Qui vont parler d'ailleurs, les armes. Elles ont servi notamment pour les braquages d'Auchy-les-Mines, du magasin Aldi de Croix et pour l'attaque au fourgon blindé. Mais les policiers comprennent vite qu'il leur manque des suspects. Une des voitures identifiées dans les 3 derniers jours manque aussi à l'appel. L'immatriculation est alors rapidement diffusée et ce sont 2 policiers belges qui vont repérer le véhicule sur l'autoroute en direction de Gand. Et ça tire, évidemment. Un homme, planqué à l'avant de la voiture, est tué. Les policiers comprendront ensuite qu'il s'agit de Christophe Caz, le leader de la bande. Le second individu, blessé, s'enfuit, prend en otage 2 femmes avant de se rendre en fin de journée. À l'intérieur de la voiture, là encore, des armes, beaucoup d'armes sont découvertes. Mais ce n'est que le début d'une longue enquête. Il faut encore identifier les personnes manquantes et comprendre les raisons de leurs agissements. Un agenda électronique, crypté, retrouvé sur le corps de Christophe Caz, permettra de remonter le fil. Les policiers recomposent alors le gang et tous les indices confirment qu'il ne s'agit pas de simples braqueurs. Parce que clairement, c'est des islamo-braqueurs. Ils n'ont pas braqué pour un enrichissement personnel. Voilà, ils ont agi pour une cause, puis il ne faut pas oublier qu'ils posent un engin explosif devant un commissariat. Et ça, c'est tout sauf un acte de banditisme. Les liens avec le terrorisme international sont établis. Qui sont ces jeunes hommes impliqués dans ces attaques et comment ont-ils sombré dans une telle violence? Nous allons en parler dans le second épisode consacré au gang de Roubaix. Et enfin, comment la justice s'est saisie d'une telle affaire et quelles incidences a-t-elle encore aujourd'hui? C'est l'objet de la suite de notre série. Affaires sonores, le podcast qui raconte les grands dossiers criminels de la région, est à retrouver sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.